messieurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver pour cette édition de 22 heures. Voici les titres de ce soir. Aux nouvelles du pays, le retour du président de la République au pays après sa participation à la 5e réunion semestrielle de coordination économique à Nairobi. Dans l'actualité internationale, l'Union européenne et la Tunisie trouvent un accord à 105 millions d'euros pour l'immigration. Les détails dans ce journal, le journal au complet à présent. Je vous le disais dans les titres, le président de la République, El-Hadj Ismaël Marguerite, de retour au pays après avoir participé aux travaux du 5e réunion de coordination semestrielle entre l'Union africaine, les communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux qui s'est tenue à Nairobi, dans la capitale du Kenya. À sa descente de l'avion, le chef de l'État de la République de Djibouti a été accueilli par le Premier ministre, M. Abdelkader Kamil, les membres du gouvernement et les hauts personnalités civiles, mais aussi militaires du pays. Dans le nouvel du pays également, le ministère du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale et l'Agence nationale des personnes à besoins spéciaux ont eu ce matin une cérémonie de signature de convention de partenariat. Une signature de convention qui a paraffé par le ministre du Travail, M. Omar Abdi Saïd, et du directeur de l'ANPH, M. Douali Saïd Mahamoud. L'objectif de cette signature consiste à renforcer davantage les droits des personnes à besoins spéciaux, mais aussi la bonne coopération et la collaboration existante entre les deux institutions. Cette signature a vu la participation du secrétaire général du ministère du Travail, du directeur de l'ANIFIP, du conseiller du directeur et les responsables de l'ANPH. Rappelons que les personnes à besoins spéciaux ont le même droit que les autres et qu'un décret porte à la disposition particulière à l'emploi des personnes à besoins spéciaux et a été adopté, imposant un système de quotas aux entreprises publiques et privées pour les programmes de mobilité internationale des main-d'œuvre des jeunes. Le directeur général de l'ANPH a mentionné que l'ANPH entendent, le ministère du Travail et l'ANPH entendent mutualiser leurs efforts sur des actions dans le but de renforcer l'employabilité des personnes en situation de handicap, de sensibiliser et veiller à la mise en place du décret sur l'employabilité soutenant l'accès des personnes handicapées au travail à la fois à Djibouti et dans les régions de l'intérieur. Organiser un salon de l'employabilité du handicap pour les entreprises privées et publiques à Djibouti. Établir un système de coaching des personnes handicapées pour un meilleur accès à l'emploi. Former des jeunes et des femmes handicapées à l'entrepreneuriat. De mettre en place un mécanisme de concertation pour rendre effectifs les avantages de la CMI au niveau de la CNSS, prévenir les risques professionnels qui peuvent nuire à la santé physique, mentale et sociale des employés, et enfin, mettre en place un quota des personnes handicapées. On écoute à présent un extrait de l'intervention du ministre du Travail, M. Omar Abdi Saïd. Tout d'abord, saluer, Monsieur le Directeur Général, votre détermination et vos actions pour les droits des personnes handicapées, leur inclusion et leur insertion professionnelle. Le programme numéro 12 a été élaboré dans un processus concerté avec votre agence, définissant les activités qui sont prioritaires pour l'année 2023. La cérémonie qui nous réunit ce matin consacre ce partenariat, la bonne collaboration et la bonne coopération qui doit s'établir entre votre institution et mon département. Je félicite vous-même et votre équipe, Monsieur le Directeur Général, pour cette belle initiative, pour que les personnes handicapées trouvent toute leur place de citoyens dans la société. Un décret numéro 2020-294 portant dispositions particulières à l'emploi des personnes handicapées a été adopté, imposant un système de quotas aux entreprises publiques et privées avec obligation d'emploi des personnes handicapées, affirmant leur participation à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Le ministre du Travail et son équipe va tout faire pour l'application de ces dispositions.
La seconde session de la réunion intergouvernementale sur la révision de la recommandation 1974 se tenue entre le 10 juillet et le 13 juillet à Paris, entre le 30 mai et le 2 juin 2023 à Paris au siège de l'UNESCO. La République de Djibouti était représentée par le secrétaire général de la Commission nationale pour l'UNESCO, M. Mohamed Moussa Yabe, et M. Abdelkader Daher Aden, inspecteur doyen, et les membres de la délégation permanente de la République de Djibouti auprès de l'UNESCO. Cette révision de la recommandation en 1974 sur l'éducation pour la compréhension, la coopération et la paix internationale et l'éducation relative aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales a été initiée par la 42e conférence générale de l'UNESCO de 2021. Le processus de révision coordonné par un secrétariat mis en place pour coordonner ce travail a duré 18 mois. Il avait pour objectif de mettre à jour la recommandation 1974 pour améliorer son efficacité et renforcer les États membres pour une meilleure mise en œuvre de la recommandation. Le processus de révision a été inclusif, transparent et est passé par plusieurs étapes. Un travail de préparation qui consistait à organiser des consultations internes et informelles et à diligenter des études de base sur la recommandation a débuté dès décembre 2021 pour s'achever en février 2022. Ce travail préliminaire a jeté les bases du travail de révision de la recommandation. La deuxième phase a consisté à organiser des réunions régionales avec les parties prenantes comme les experts, les professionnels de l'éducation, les universitaires et à organiser des enquêtes mondiales. Enfin, les États membres furent invités à apporter des modifications à la recommandation à travers des consultations nationales. 300 pages de commentaires et 1600 réponses aux enquêtes diligentées par le secrétariat chargé de la révision de la recommandation furent récoltées durant le processus de révision. Lors des réunions intergouvernementales sur la recommandation, la deuxième version du texte fut débattue tant sur la définition ou la redéfinition des concepts que sur sa structure et même sur le titre de la recommandation. Le texte sera soumis à l'examen de la 42e conférence générale de l'UNESCO. Avec cette recommandation, les États seront mieux guidés dans leur effort à promouvoir la paix et la compréhension mutuelle pour un meilleur respect des droits humains les plus fondamentaux. Une réunion bilatérale de haut niveau entre la délégation sud-sudanaise et djiboutienne s'est tenue ce matin, lundi 17 juillet 2023, dans la salle de réunion de l'Escale International Hotel, à l'ancien port de Djibouti. Au menu des discussions entre les deux parties, le voisin moyen de renforcer la coopération bilatérale entre Djibouti et le Soudan du Sud dans le domaine des échanges commerciaux, notamment par la mise en application des termes de mémorandum d'entente. Au cours de cette entrevue, il a été question également de la création d'un comité mixte constitué de représentants des deux pays Djibouti et Sud-Soudan, chargé de la mise en œuvre des termes de l'accord cadre de coopération entre les deux pays dans les domaines des échanges commerciaux. La délégation sud-soudanaise était composée des différents représentants des institutions étatiques et conduite par le conseiller technique du ministère du pétrole, M. Mohamed Elino Benjamin. Côté djiboutien, la délégation était présidée par le directeur bilatéral, M. Mahdi Absiebou, et le commandant du port, M. Mohamed Moussa Abar, qui représentait le président des autorités de port et des zones franches. On écoute à présent une réaction recueillie auprès des participants. Aujourd'hui, pour participer à une réunion bipartite entre la République de Djibouti et le peuple ami du Sud-Soudan, afin de mettre en place des accords en matière de douane. Comme vous le savez, la douane, outre ses missions de protection et fiscale, jouera un rôle important également en matière d'économie, en matière d'échanges commerciaux. De ces faits, nous remercions le ministère des Affaires étrangères de nous avoir conviés à cette réunion pour apporter notre expérience et assister le peuple ami du Soudan. En présence d'une délégation de haut niveau du siège de l'ONG Al-Rahma International de l'État du Koweït dirigé par le directeur général de l'ONG, le Dr Issa Al-Dufayri, le complexe Al-Rahma a organisé ce matin une cérémonie en l'honneur des élèves des diplômés du lycée industriel et de l'enseignement général. Une cérémonie qui a vu la participation notamment du directeur régional de l'ONG Al-Rahma à Djibouti, M. Abdelghani Al-Quraishi, et du directeur de l'enseignement du complexe Al-Rahma, le Dr Abdel Fatouh.
Cet événement s'inscrit dans le cadre des efforts incessants du complexe Al-Rahma à Djibouti pour suivre le rythme des démarches du gouvernement dirigé par le président de la République, son Excellence M. Ismaël Marguelé, pour promouvoir le secteur de l'enseignement général et industriel, ce qui est conforme à la mission mondiale de l'ONG Al-Rahma, à savoir de construire des personnes à travers des services éducatifs, de soins de santé et une éducation de haute qualité. La cérémonie a été témoin de diverses performances artistiques et performances présentées par les étudiants de cet important établissement d'enseignement qui a été officiellement inauguré par le président de la République en juin 2007 dans le cadre des célébrations du 30e anniversaire de l'indépendance nationale du pays. L'événement a abouti à la distribution des certificats et à l'honneur des diplômés exceptionnels du lycée industriel et de l'enseignement général, surtout les départements électriques et informatiques. Dans un discours prononcé à cette occasion, le directeur de l'enseignement du complexe Al-Rahma, le Dr Abdallah Fatou, a souhaité la bienvenue à la délégation kouétienne dirigée par le directeur général de l'ONG Al-Rahma, le Dr Issa Al-Dufeiri, saluant sa visite à Djibouti qui reflète l'intérêt qu'il porte aux activités, programmes et divers projets du bureau de Djibouti. À la fin de son discours, le directeur a remercié le président de la République, Al-Hajj Ismaël Marguelé, pour son grand soutien au complexe, ainsi que tous les employés du ministère coopérant, en outre du personnel et des employés du bureau principal au Koweït et du bureau régional en République de Djibouti. Pour sa part, le directeur général de l'ONG Al-Rahma, le Dr Issa Al-Dufeiri, a exprimé dans son discours son grand plaisir et sa satisfaction de participer à cette cérémonie. Il a souligné l'importance du rôle joué par le bureau régional pour accompagner les efforts déployés par le gouvernement sous la présidence du président de la République, son Excellence M. Ismaël Marguelé, pour faire avancer le processus de développement social à Djibouti. Il a également profité de cette opportunité pour rendre hommage aux administrateurs du complexe éducatif pour leur démarche en faveur de l'éducation des jeunes générations, félicitant également les diplômés pour avoir terminé leurs études secondaires. Toujours aux nouvelles du pays, où c'est dans le cadre de l'assainissement de la ville de Djibouti qu'hier, l'ONEAD a procédé à une opération d'assainissement à l'avenue Brazzaville, et ce, suite à une conduite d'eau qui datait de l'époque coloniale qui s'est effondrée. L'équipe sur place a donc dû pomper l'eau usée pour ensuite effectuer les travaux nécessaires. Rappelons que les travaux qui ont débuté samedi prendront fin mercredi. L'ONEAD s'excuse des gênes engendrés sur la voie publique pour cause de ces travaux. Brazzaville, pas loin de la gendarmerie nationale Brigade Nord. Nous sommes là pour vous montrer les travaux qui se poursuivent au niveau du canal qui sort de la gendarmerie nationale. Nous sommes en train d'obstruer l'ouvrage. Nous avons commencé le samedi et les travaux se poursuivront jusqu'à mercredi prochain. Nous tenons à nous excuser pour les gênes occasionnés. Au niveau mondial, le mois de juin a été le plus chaud jamais mesuré selon les agences européennes et américaines. Puis la première semaine complète de juillet a été à son tour la plus chaude jamais enregistrée selon des données préliminaires de l'Organisation météorologique mondiale. Cette chaleur est ressentie en Afrique, plus précisément à Djibouti, où la température journalière a battu les records. Outre les problèmes sanitaires, cette vague de chaleur fait également craindre des incendies. C'est pourquoi la protection civile lance des messages de sensibilisation, de prévention contre les incendies en période estivale afin de prendre des précautions nécessaires pour prévenir les incendies. C'est une consultation nationale sur la déclaration de Kampala sur l'emploi qui est le moyen de subsistance et l'autosuffisance pour les réfugiés, les rapatriés et les communautés d'accueil s'est ouverte aujourd'hui au Sunny Center d'Arta. Organisée par l'IGAD en partenariat avec la GIZ, cette rencontre vise à évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan d'action issu de la déclaration de Kampala.
La directrice de la division de la santé et du développement social de l'IGAD, Mme Fathia Aboubakar Alouane, le secrétaire exécutif de l'ONARS, M. Hussein Hassan Darar, Mme Kokeb Haile Gabriel, cadre de la GIZ en charge du projet sur la gestion des migrations auprès de l'IGAD, ainsi que le préfet Hassan Dabele et le président du conseil régional d'Arta, M. Elbibouh Goudadeh, ont parrainé cette cérémonie d'ouverture de consultation nationale. Les travaux de la consultation nationale seront ponctués par des présentations suivies d'échanges et de réflexions autour des moyens les mieux indiqués pour une inclusion renforcée des réfugiés et des communautés hautes. On écoute à présent la réaction de Mme Fathia Aboubakar Alouane et du représentant de l'ONARS, M. Hussein Hassan. La déclaration de Kampala est un engagement régional important pris par les États membres de l'IGAD en mars 2019 à Kampala pour veiller à ce que les personnes affectées par les déplacements aient la possibilité d'être indépendantes et de réaliser leur potentiel. Elle fait aussi suite à la déclaration présidentielle des présidents de chefs de l'État de l'IGAD qui s'est tenue à Nairobi sur les solutions durables pour les réfugiés somaliens, qui a ensuite été élargie pour tenir compte de tous les déplacements dans notre sous-région. Donc la déclaration de Kampala va dans le même sens de l'objectif de l'autonomie énoncé dans le pacte mondial pour les réfugiés. Nous sommes aussi ici aujourd'hui rassemblés à Arta pour les 2 prochains jours de cette consultation nationale afin d'examiner les progrès réalisés par le gouvernement djiboutien dans la mise en œuvre de cette déclaration. Nous entamerons aussi également des discussions pour identifier les priorités nationales en matière de moyens de subsistance, y compris aussi dans le cadre du Forum mondial pour les réfugiés qui se tiendra à Genève en décembre 2023. Permettez-moi de rappeler qu'à Djibouti, nous avons organisé des consultations nationales qui ont parasé une large participation des institutions gouvernementales, des organisations internationales, de la société civile et du secteur privé. Ces rencontres nous ont permis d'identifier les freins structurels et les obstacles conjoncturels à la mise en œuvre efficace du plan d'action issu de la déclaration de Kampala. Une série de recommandations ont été faites pour lever ces contraintes et accélérer la mise en œuvre des solutions durables en faveur de l'inclusion des réfugiés. Mesdames et messieurs, en matière de solidarité, une certaine constante se dégage, à savoir le moins néanti qui s'avère être le plus généreux. La République de Djibouti, malgré ses ressources limitées, reste constante de sa politique d'ouverture, de solidarité, d'humanité agissante, qu'elle tire sans doute de sa culture foncièrement généreuse. La République de Djibouti, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, verbe humaniste, engagé corps et âme en faveur les plus démunis, a toujours défendu la cause des réfugiés. C'est sous son leadership que mon pays a adopté une loi organique portant statut de réfugié, laquelle a offert une série d'avantages aux réfugiés, à savoir l'accès à l'école, aux structures de santé, ainsi que la protection sociale, plus encore la carte des réfugiés, vos permis et l'espace de circulation. C'était les interventions respectives de Mme Fathia Aboubakar Alouane, directrice de la division de la santé et du développement social de l'IGAD, et du secrétaire exécutif de l'ONARS, M. Hussein Hassan Darar. À présent, nous allons écouter l'intervention du préfet de la région d'Arta, M. Hassan Dabele, qui a souhaité plein de succès aux travaux de cette consultation nationale. On écoute ses propos. Traditionnelle des terres d'échange et de rencontres, la République de Djibouti a su jouer un rôle éminent, déterminant dans le domaine de l'autonomisation de réfugiés déplacés de guerre et rapatriés, et cela démontre inévitablement
sa détermination de respecter pleinement ses engagements juridiques et universels en tant que membre des Nations Unies, bien sûr sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Cependant, il convient de souligner que dans le cadre de cet atelier piloté par l'IGAD en partenariat avec l'ONARS, doit effectivement aboutir à la concrétisation des engagements et ambitions régionaux découlant de la déclaration de Kampala, en mettant notamment l'accent sur l'amélioration de l'éducation, la formation et le développement des compétences des réfugiés. Cap Verdikil à présent, où l'association des jeunes pour le développement des Sankal a organisé une cérémonie de remise de prix ce dimanche, le 16 juillet 2023. L'événement a été orchestré pour célébrer les réalisations remarquables des 5 lauréats membres de la première promotion de l'école des Sankal pour l'année scolaire 2009-2010 qui ont brillamment obtenu leur diplôme de licence. Cette célébration a non seulement récompensé les réalisations individuelles, mais a également souligné l'importance de l'éducation et du développement communautaire. Ensemble, continuons de promouvoir l'éducation, l'engagement associatif et le développement de notre région, tel a-t-il indiqué l'un des participants. Le président du conseil régional a chaleureusement félicité les 5 lauréats pour leur accomplissement remarquable. Il a également exhorté tous les étudiants présents à prendre exemple sur leur réussite et à poursuivre leur effort avec persévérance. Profitant de cette occasion, il a lancé un vibrant appel à toutes les associations de la région, les encourageant à s'engager pleinement et à contribuer activement au développement de leur région en collaboration étroite avec le conseil régional de Dikil. Plus d'une cinquantaine d'entraîneurs se sont retrouvés aujourd'hui dans la salle de conférence du centre technique de la Fédération de football pour les travaux de l'Assemblée générale ordinaire de l'Amicale des entraîneurs djiboutiens de football. Parrainé par le président de l'association des entraîneurs, M. Idriss Ibrahim Soubané, cette assemblée a été l'occasion pour les membres de cette organisation de passer en revue le bilan des activités de l'année, le bilan financier, les perspectives de l'année prochaine et d'autres sujets concernant les entraîneurs nationaux. Notons la présence à ces travaux des anciens entraîneurs de football des années 80 à 90. Au cours de cette assemblée, des récompenses et des attestations ont été remises aux meilleurs entraîneurs de la première, seconde et troisième division, ainsi que du football féminin. Aux nouvelles internationales, le prince héritier d'Arabie Saoudite, son Altesse Mohammed Ben Salman, a reçu dimanche le premier ministre japonais Fumio Kishida au palais Al-Salam à Jeddah, une cérémonie de réception officielle qui a été organisée en l'honneur du premier ministre japonais. Les deux dirigeants ont également mené une série de discussions. M. Kishida a entamé dimanche une visite de 3 jours au Moyen-Orient et se rendra ensuite aux Émirats arabes unis et au Qatar. L'Arabie saoudite et le Japon prévoient d'ajouter le secteur de l'énergie à leurs relations commerciales, les deux pays travaillant ensemble à la réalisation d'objectifs d'intérêt commun, a déclaré le ministre saoudien de l'énergie. Le prince Abdelaziz Ben Salman lors de la visite de M. Kishida.
Actualité à la une de ce journal. L'Union européenne et la Tunisie ont conclu le 16 juillet à Tunis un partenariat stratégique centré sur la lutte contre l'immigration irrégulière, mais destiné aussi à soutenir le pays nord-africain face à des graves difficultés économiques. Le chef du gouvernement italien Giorgia Meloni et néerlandais Mark Rutte accompagnaient la dirigeante européenne après une première visite il y a un mois du trio pendant laquelle ils avaient proposé ce partenariat. De fait, la Tunisie est le principal point de départ avec la Libye pour des milliers de migrants qui traversent la Méditerranée centrale vers l'Europe. Le protocole d'accord marque une nouvelle étape importante pour traiter la crise migratoire de façon intégrée. C'est félicité Meloni qui a invité le président tunisien Kais Saïd a participé le 23 juillet à Rome à un sommet sur l'immigration. C'est tout pour ce journal de 22 heures, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.